Quand je vivais à la pagode, je pensais que j'y resterais toute ma vie. Mais le destin en a décidé autrement. Certains sont bons toute leur vie, mais moi, c'était pas ma destinée. Krakow, un gros village de la province de Pursat, un des coins les plus pauvres du Cambodge, à quelques 4 heures de route de Phnom Penh, la capitale du pays. Sam Chap est un habitant respecté à Krakow à cause de son honnêteté, de sa générosité et de sa ferveur religieuse. Il est marié à Penkit, qu'il a épousé en 1976, un an après que les Khmers rouges l'aient forcé à quitter la pagode où il se destinait à la vie de moine. Penkit lui a donné 7 enfants, 5 sont encore vivants. Je l'aime parce qu'elle est douce et gentille, parce qu'elle est discrète aussi. Le couple dispose de peu de moyens pour nourrir la famille. Heureusement, il y a ce puits creusé par Concern, une ONG irlandaise. Grâce à cette source d'eau permanente, la seule du secteur, Chap peut faire pousser quelques légumes dans son potager tout près. Un peu de choux, de pastèques, d'aubergines, de concombres. Des suppléments en vitamines inestimables à l'ordinaire familial. Quant à ces champs de riz, beaucoup plus loin, ils sont le plus souvent assoiffés pendant la longue saison sèche, puis régulièrement noyés au retour de la saison des pluies par les crues violentes de la rivière tout près. Il arrive que nous ayons une production suffisante. Malheureusement, ces 3 dernières années, mes champs de riz ont été inondés. J'ai perdu une grosse partie de ma récolte. C'est pas facile. La plupart du temps, on réussit à s'en sortir. Mais des fois, on manque de nourriture. C'est des périodes très, très dures, mais on continue à travailler. Il faut bien. On n'a pas le choix. J'aimerais bien améliorer la qualité de vie de ma famille, mais j'en ai pas les moyens. On est pauvre, on n'a pas d'argent. J'aimerais ça que notre vie soit meilleure. Je fais de mon mieux, mais j'y arrive pas. Le manque d'argent n'est pas nouveau pour Chap. Enfant, son père réussit à l'envoyer à l'école. Puis les moyens manquent. Chap ira vivre à la pagode comme la majorité des fils de paysans pauvres. Il n'y a pas de honte à cela, bien au contraire. Vivre à la pagode, c'est affirmer sa foi bouddhiste, se donner un ticket supplémentaire pour une meilleure vie lors de sa réincarnation, tout en s'assurant sur Terre, éducation et nourriture. La vie d'un moine est bien différente de celle d'un paysan. Quand j'étais moine, j'allais quêter tous les matins. On allait dans les villages aux alentours de la pagode et on acceptait la nourriture qu'on nous offrait. Du riz, de la soupe, du dessert. Ça dépendait des possibilités de chacun. Les bonzes manquent rarement de nourriture, car tout bon bouddhiste doit se montrer généreux s'il veut améliorer son karma. Et plus de 90% des Cambodgiens sont bouddhistes. Les moines ne prononcent pas de vœux perpétuels. Ils peuvent quitter la robe comme ils l'ont prise. Mais aussi longtemps qu'ils la portent, ils sont considérés comme des êtres sacrés. Leur improductivité économique ne choque pas, car ils incarnent le modèle vivant du comportement le plus méritoire pour un bouddhiste. Une vie austère, régie par 227 règles de discipline monastique. Une vie vouée au détachement des biens de ce monde et qui met en garde contre la nocivité de l'ambition qui enchaîne l'homme aux choses.
Le matin, on mangeait tôt, puis une deuxième fois vers 11 heures. Ensuite, on ne pouvait plus manger de la journée. On pouvait juste prendre du thé avec du sucre ou un peu de lait. Un bon régime pour vivre en santé. 2 repas par jour à la pagode, par principe. Chez Chap aussi, mais parce qu'on n'a pas le choix. Parfois, on n'a rien à manger. On manque de tout. C'est ce qu'il y a de plus dur pour moi. Vraiment. Par ailleurs, il y a beaucoup d'orphelins. Il faut bien s'en occuper. Sinon, qui leur donnera à manger? Vos enfants à vous, vous avez suffisamment d'argent pour les envoyer à l'école? Non. Enfin, oui, si on réduit nos dépenses. On peut les envoyer à l'école si on coupe sur la nourriture. J'aimerais que mes enfants soient instruits le plus possible. Mais il y en a déjà une qui a été forcée d'arrêter. Nous avons décidé de demander à notre fille aînée de travailler pour donner un coup de main et nous aider à trouver l'argent nécessaire pour payer les études des plus jeunes. C'est à la construction d'un barrage, un projet subventionné par Hope, une ONG canadienne partie d'un consortium pour aider le Cambodge, que Bat, la fille aînée, a trouvé du travail. Bat gagne en moyenne 1,50 $ par jour, un salaire honnête dans le Cambodge d'aujourd'hui. Le revenu moyen per capita atteint tout juste 200 $ annuellement. Bat se compte chanceuse d'avoir trouvé un emploi si rare dans la région, d'autant plus que ce sont des amis, des voisins qui profiteront de ses efforts. D'ici peu, une 50aine de familles pourront puiser dans le futur réservoir l'eau nécessaire pour irriguer leurs champs de riz pendant la saison sèche et accroître ainsi leur production. Quand j'étais chez les Bonzes, je n'avais pas à m'inquiéter pour tout et pour rien. Mes seuls soucis étaient de m'appliquer à respecter la discipline et à prendre les prières. La lecture de notre Bible et les conseils de mes maîtres m'ont appris les enseignements du bouddhisme. Toutes mes pensées devaient converger vers ces grands principes. L'importance d'être honnête, de dire non à l'égoïsme et l'escroquerie, d'être franc et éviter les disputes, la violence. La violence. Chap devra composer avec. 4 ans après son entrée à la pagode, Pol Pot prend le pouvoir et Chap doit fuir le monastère. On est en 1975, l'année zéro pour les Khmers rouges. Pol Pot et ses sbires proclament que l'avenir du Cambodge passera dorénavant par la production massive du riz. Tout le monde doit s'y mettre, quel que soit son degré d'instruction. L'objectif, créer une société nouvelle débarrassée de toute influence extérieure, civile et religieuse. Quiconque n'est pas du parti devient une marionnette aux mains d'une soldatesque sanguinaire. J'ai vite compris combien ce régime était cruel et sauvage. On utilisait les gens comme des animaux, comme des machines. Le travail le plus difficile qu'on m'est obligé à faire, c'est de descendre dans l'eau jusqu'au cou pour couper des arbres. J'ai jamais travaillé aussi fort de ma vie. J'avais tellement peur dans l'eau. Les gardes nous forçaient à tirer la charrue et la herse. On nous faisait travailler au-delà de nos forces. Et en plus, on ne nous donnait presque rien à manger. Il y avait la faim qui ne nous quittait pas. J'avais toujours faim. Très, très faim. On ne nous donnait même pas de riz, seulement une soupe dans laquelle flottaient 5 grains de riz par personne au maximum. Le reste, c'était de l'eau. J'aime mieux ne pas en parler. Ça n'avait pas de bon sens. On mangeait ce qu'on trouvait. Des grenouilles, des crabes, des coquillages, des fruits de palme aussi, tombés des arbres. Mais il fallait le faire en cachette, parce que si on se faisait prendre, les gardes nous tuaient. À part la faim,
La séparation des familles a été une des choses les plus douloureuses à vivre. Tous les membres de ma famille ont été dispersés. Un ici, l'autre là. On ne s'est plus jamais revus. J'étais toute seule et je pensais toujours que j'allais mourir. Les soldats nous espionnaient tout le temps. Ils surveillaient tous nos gestes. Ils tuaient même nos chiens pour ne pas qu'ils aboient et nous préviennent de leur présence. On ne pouvait rien faire. Ils contrôlaient de tous côtés. Le plus horrible, c'était d'assister à l'exécution de nos compagnons. J'en ai vu mourir et je me disais que bientôt, ce serait mon tour. Ils nous amenaient pour nous tuer, pour un rien. Et pas d'un coup de fusil. Ils nous frappaient à mort. Ils nous accusaient bêtement d'être un ennemi. Je me disais, vaut mieux mourir que de vivre ainsi. Je voulais mourir, oui. Je voulais mourir. Ça vaut pas la peine de vivre sans liberté, sans espoir. Pendant les 4 ans que durera ce régime, 2 à 3 millions de personnes mourront de faim, de maladies, victimes de mesures disciplinaires, la tête fracassée par des bâtons pour économiser les munitions, exécutées massivement dans des fosses communes. Les massacres prendront fin à l'entrée des troupes vietnamiennes au Cambodge le 7 janvier 1979. Un jour de soulagement, mais aussi de tristesse immense. Chacun apprend alors qui de sa famille dispersée est mort. La peine est d'autant plus grande qu'on n'a pas pu leur rendre un dernier hommage. Une autre mesure cruelle exercée par Pol Pot et les siens sur un peuple qui voit à ses ancêtres un véritable culte. Ma femme et moi, sous le régime de Pol Pot, on a perdu des frères, des sœurs, nos parents aussi. J'étais habité par la haine. Je me souviens que je me suis dit, si un jour quelqu'un peut nous sortir de cette misère, je prendrai le fusil et je rentrerai dans l'armée pour aller tuer ces assassins. J'avais de la haine, de la colère. J'étais habitée par la colère parce que j'avais perdu ma liberté. La destruction des pagodes m'a rendue encore plus amère. La plupart des 3000 temples et cloîtres du pays furent détruits, le bouddhisme jugé incompatible avec la révolution et instrument d'exploitation. La pratique de la religion bouddhique fut systématiquement interdite. Des 60 000 moines que comptait le Cambodge à l'arrivée de Pol Pot, 500 seulement ont survécu. Il disait qu'il ne fallait plus croire au bouddhisme. Plus rien ne nous appartenait, pas même nos enfants. Tout devait être remis au parti. C'est ici, au village sans bambou, que Chap et Kit ont vécu leur calvaire. On entassait garçons et filles dans des cabanes séparées, des jeunes de villages différents qui se connaissaient à peine pour éviter les collusions. Le régime contrôlait tout, leurs croyances, leur vie, leur mort, même leurs amours. C'est le parti qui a exigé qu'on se marie. Les responsables ont tout décidé et ils ont fixé la date du mariage. Au départ, j'ai dit non. Mais je savais qu'on allait me tuer si je refusais. On me tuerait aussi si je disais oui, puis que je refusais de passer la nuit avec Chap. J'avais pas le choix. Une fois mariés, on s'est connus et on a commencé à s'aimer. Au début, je me suis dit que c'était un mariage qui ne comptait pas. Ensuite, j'ai réfléchi. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire ça. Chez nous, du moment qu'une fille et un homme passent la nuit sous le même toit, ils sont considérés mari et femme. C'est sacré. Selon la tradition khmer, ils doivent être prêts à se tenir debout ensemble. Alors, j'ai décidé d'être fidèle à la tradition. J'ai été rapidement content de la considérer comme ma femme. Et je me suis dit que je n'allais plus la quitter jusqu'à sa mort ou la mienne. Une fois mariée, je me suis attachée à Sam Chap. Je pensais toujours à lui. Et j'avais toujours peur qu'on me le tue. J'aimerais chasser ses souvenirs, ne plus en entendre parler. Parce que quand j'en parle, la peur que j'avais à ce moment-là me revient. Alors j'essaie d'oublier.
Oubliez aussi la peine d'avoir été privé de la cérémonie et de la fête, sans lesquelles un mariage n'est pas un vrai mariage. Accepter de vivre d'une certaine façon en concubinage dans un pays où les relations extraconjugales, aussi bien que le divorce, sont mal vues, mal jugées. Oubliez aussi la mort de son premier enfant, l'enfant qu'elle portait à la défaite du régime. Un bébé incapable de survivre aux privations auxquelles sa mère avait été soumise avant et pendant la grossesse. Le bébé pleurait toujours. Je ne savais pas pourquoi. Il a pleuré jusqu'à sa mort. Je n'avais jamais eu de bébé. Moi aussi, je pleurais. Le bébé a pleuré jusqu'à sa mort. Ça me fait beaucoup de peine d'avoir perdu cet enfant, encore aujourd'hui. Mais je commence à oublier petit à petit, à cause de la présence de mes autres enfants. Il n'existe pas de mots assez forts pour exprimer l'attachement que j'ai pour mes enfants. J'adore mes enfants. Mes enfants, c'est comme la prunelle de mes yeux. Chap travaille fort pour ce qu'il aime. De longues journées à ramasser le fumier, sarcler son potager, protéger ses récoltes, chercher le bois pour la cuisson, puiser l'eau, entretenir ses rizières et de plus en plus souvent donner un coup de main à ses voisins. La solidarité, l'entraide sont revenus au sein de la communauté après plusieurs années d'hésitation. Difficile de faire confiance à autrui quand on s'est dénoncé, entretué. Kit s'applique à tisser les liens. Elle a ouvert un petit commerce où elle sert à manger aux enfants des alentours, le temps que les parents travaillent au champ ou au barrage. Des enfants qu'on s'est empressé de mettre au monde en grand nombre après la dictature des Khmers rouges. L'espoir, la vie après avoir côtoyé la mort, qui malgré tout ne cesse de rôder. Encore aujourd'hui, les mines antipersonnelles abandonnées par les belligérants font des centaines de victimes et découragent les paysans laboureurs à cultiver les champs. Plusieurs pays, dont l'Australie, le Japon, la Grande-Bretagne, la Suède, le Canada, participent à un programme de déminage sous les auspices des Nations unies. Tant que le travail ne sera pas terminé, des milliers d'acres de terres cultivables restent en friche. Un frein à une économie chancelante. Au début des années 90, on évaluait l'économie cambodgienne à 50 % de sa capacité d'avant-guerre. La reprise s'annonce difficile, mais l'espoir renaît. En 1994, Oxfam Québec se joignait à un programme de développement intégré parrainé par le Comité de développement Cambodge-Canada. L'objectif, réduire le déficit alimentaire chronique qui sévit dans la région. Une tâche complexe. Sous Pol Pot, presque toutes les têtes pensantes du pays ont été tuées. Vétérinaires, agronomes, scientifiques. Les données sur la qualité des sols et les principaux risques d'épidémie n'existent plus. Oxfam Québec est un allié précieux qui anime sans imposer. C'est aux paysans à se regrouper, à identifier eux-mêmes leurs besoins et à gérer les solutions. C'est à leur demande qu'Oxfam Québec a offert des cours de technique agricole, des conseils en fertilisation des terres, des services et conseils vétérinaires, des expériences de diversification des cultures et d'essais de nouvelles variétés de riz. Près de 5000 paysans en ont déjà profité. Oxfam Québec les a aussi secondés dans la mise sur pied d'organismes de petits prêts pour pallier aux urgences. Avec l'argent que j'ai emprunté grâce à Oxfam Québec, j'ai acheté un petit cochon. J'ai décidé d'en acheter un tout petit et de garder le reste pour payer des graines de semences. J'ai obtenu une très bonne récolte de riz, grâce à la variété qu'on m'a proposée. J'étais en difficulté, et quand j'ai reçu ce prêt, ça m'a beaucoup aidé. J'étais très content, très ému. J'ai déjà profité de leurs cours et de leurs conseils, et dans l'avenir, j'aurai certainement encore besoin d'eux. S'ils restent avec nous, ils m'aideront encore, mais
Si leur mandat se termine et qu'ils retournent dans leur pays, qu'est-ce que je vais faire? La souffrance existe et le désir est cause de souffrance. Malgré ces deux grandes vérités bouddhiques qu'il connaît bien, Chap ne ménage pas ses efforts pour préparer l'avenir des siens. J'aimerais qu'ils deviennent de bons citoyens, qu'ils ne soient pas des truands, des voyous, qu'ils soient respectueux, qu'ils ne soient pas méchants, corrompus. J'aimerais les orienter sur la voie du bouddhisme. Mon garçon, quand il sera grand, je lui demanderai de devenir bonze. Être bonze, c'est la meilleure façon d'apprendre les prières et la discipline. C'est aussi apprendre à être doux, généreux, comme nous l'enseigne la religion. Le bouddhisme nous enseigne que ceux qui font du bien vont recevoir du bien en retour. Ceux qui font du bien durant la vie actuelle seront récompensés dans leur prochaine vie. Pour moi, d'aller à la pagode tous les jours sacrés, c'est me préparer à ma réincarnation pour qu'après ma mort, je réussisse à avoir des biens, quelques richesses, ne plus être pauvre et manquer de tout comme aujourd'hui. Quand je serai vieux, que mes enfants seront grands, j'irai vivre à la pagode pour chercher à mieux comprendre les voies du bouddhisme et pour me purifier du mal que j'ai fait. J'ai tué des poissons, des poulets aussi. C'était pas volontaire, mais j'en ai heurté accidentellement en les chassant parce qu'ils picoraient dans mes champs. Ce faisant, j'ai commis un péché parce que j'ai enlevé une vie. Sous Pol Pot, on vous a demandé de ne plus croire au bouddhisme. Vous a-t-on convaincu? Quels que soient les moyens utilisés, ils n'ont jamais réussi à nous arracher ce qu'on a d'implanté au cœur. Nous avons toujours continué à prier, tous les jours. À l'époque, je n'éprouvais que haine et désir de vengeance à l'endroit de Pol Pot. Il n'a pas seulement tué les autres familles, mais la mienne aussi. Mais nous lui avons pardonné. Le passé, c'est le passé. C'est normal de pardonner. Je me sens pas obligé de le faire, mais on est tous citoyens d'un même pays. Il faut bien réapprendre à vivre ensemble.